Une nouvelle configuration politique qui se construit au Burkina Faso. Le sujet fait réagir l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. La PMP a fait sa lecture au cours d'une conférence de presse dont vous aurez la teneur dans cette édition. Dans l'actualité ce soir, Zéphirine Diabré face à la presse a pour situer les enjeux de la réconciliation nationale. Le ministre d'État, ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, dévoile aussi les stratégies qu'il entend déployer pour réussir sa mission. Les détails à suivre dans quelques minutes. L'actualité au Burkina Faso, c'est également la journée internationale de la femme dont les activités sont déjà lancées. Dans notre série de reportages, ce soir, nous faisons un zoom sur Blandine Natima. Elle est malvoyante, mais elle se débrouille bien dans la confection de meubles à Tiébélé. Une autre femme aussi battante sera sur notre plateau pour un entretien. Le 20h de ce soir reçoit Apolline Traoré, réalisatrice burkinabé. Elle viendra nous entretenir sur son nouveau film intitulé 8 Bar, une femme leader. Bonsoir, merci de nous suivre. Direction le palais de Kosiam pour ouvrir ce journal-là. Ce jeudi, le président du Faso a reçu une délégation du conseil d'administration de la maison de l'entreprise. C'est une nouvelle équipe qui est allée se présenter au chef de l'État et demander son accompagnement. Le point de l'audience avec Konsun Koulibaly et Mounira Kiri. La nouvelle équipe du conseil d'administration de la maison de l'entreprise est composée de 12 membres. Au chef de l'État, elle demande son accompagnement pour réussir sa mission, celle de soutenir le développement du secteur privé burkinabé. L'Assemblée générale de la maison de l'entreprise a eu lieu le 11 février et nous avons été installés le 19 février par le ministre du Commerce. Il nous a semblé important, après avoir fait la visite des ministères stratégiques, de passer présenter le nouveau conseil d'administration au chef de l'État et avoir ses conseils et surtout lui présenter nos préoccupations. Au nombre des préoccupations exposées au président du Faso, la question de la numérisation et la sécurisation des documents administratifs. Les membres du conseil d'administration de la maison de l'entreprise disent avoir trouvé une oreille attentive. Nous avons un rôle de conseil, d'assistance de l'entreprise, les formalités administratives comme les permis de construire et les registres de commerce. Nous avons souhaité en plus de cela élargir la gamme dans la numérisation et la sécurisation des documents administratifs. Ça fait partie de l'objet de la discussion avec laquelle nous avons eu avec le chef de l'État, qui a donné en tout cas un avis favorable pour nous assister. Et également la difficulté souvent que nous avons avec un certain nombre de bailleurs de fonds à sédentariser leur action auprès de notre maison. Sur le champ, la délégation remet au président du Faso un rapport de synthèse des rencontres avec les ministères en charge du commerce, des finances, de l'agriculture et de l'emploi. Le nouveau conseil d'administration souhaite une mobilisation de tous ces ministères afin de permettre à la maison de l'entreprise de jouer pleinement son rôle en termes de formation au profit des acteurs. Soutien et encouragement au Burkina Faso dans ses démarches en matière de réforme administrative et de démocratie. C'est ce que l'Union européenne exprime à l'endroit du nouveau gouvernement burkinabé. Le chef de la délégation de l'UE au Burkina Faso est allé le dire de vive voix au Premier ministre ce 4 mars. Le compte rendu de Amadou Ilboudo et Caroline Ouari. Bien connu des deux personnalités, les dossiers en cours concernent la poursuite de la mise en œuvre des réformes de l'administration publique et locale. Le renforcement de la démocratie et de la justice sont aussi des points discutés. Nous avons fait un peu le tour d'horizon de notre coopération qui est très fructueuse et très profonde. Nous avons beaucoup parlé des réformes qui sont envisagées. Pas seulement sur, par exemple, le code électoral, la réforme administrative, découpage administratif du pays. On a beaucoup parlé aussi de la justice et là, nous avons quand même partagé aussi l'analyse qu'il faut vraiment essayer de rendre plus efficace la justice au Burkina Faso. L'entrevue entre les deux hommes aura duré 1 heure de temps, un moment de retrouvailles d'une part et de revue donc des chantiers en cours d'autre part. Depuis la reconduction du Premier ministre à son poste, l'ambassadeur chef de file de la délégation de l'Union européenne n'avait pas encore eu l'occasion d'adresser ses félicitations à l'occupant de la primature.
En actualité politique, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle se prononce sur la nouvelle configuration de la classe politique burkinabé. Au cours d'une conférence de presse animée ce matin, la PMP a fait sa lecture sur ce qu'il convient d'appeler la recomposition politique au Burkina Faso. Elle est également revenue sur sa participation aux élections couplées de novembre 2020. Plus de précisions avec Roger Kam et Yarkiteda. C'est le premier exercice pour l'Alliance des partis membres de la majorité présidentielle APMP après les élections du 22 novembre dernier. Des élections qui ont conforté la suprématie de leur candidat Roch-Marc Christian Kaboré, élu dès le premier tour avec 57,47% et une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Cette victoire au premier tour de l'élection présidentielle signifie sans nul doute une adhésion et une appréciation positive par notre peuple de la mise en œuvre du programme présidentiel du premier mandat, décliné au travers du Plan national de développement économique et social, PNDES, les résultats engrangés par notre pays au cours des 5 dernières années, malgré les aléas sécuritaires, sanitaires et sociaux, qui illustrent parfaitement cette réalité. Les élections de fin 2020 donnent une autre configuration de la classe politique. Un nouveau chef de file de l'opposition politique est enregistré. L'ancien dépose ses valises à la majorité. L'APMP est créditée d'aujourd'hui de 71 partis avec l'adhésion de 11 nouvelles formations politiques ce jour même. Une ruée inquiétante aux yeux des journalistes. Il y a comme quelque chose qui se dessine et je pense que ne pas le dire, et peut-être que vous auriez même pu nous poser la question. Est-ce que ce n'est pas le camp de l'insurrection qui se reconstitue? Oui, moi je pense, quand on regarde, c'est cette lecture politique qu'il faut avoir. Tant mieux, c'est ce qu'on devait faire depuis le début. L'on note l'absence de l'UPC à cette conférence de presse. Mais selon le coordonnateur de l'APMP, il n'y a aucun niage, c'est juste une question d'organisation. Abordant une autre question de l'actualité brûlante de l'heure, la supposée libération de terroristes par le pouvoir, l'APMP répond. Ce n'est pas un dossier dont nous sommes au courant, donc c'est plus facile pour nous de dire que ce n'est pas vrai. Oui, puisqu'on n'en a jamais parlé, on n'en a jamais été question. La question ici est de savoir est-ce que c'est faisable. En outre, la majorité présidentielle encourage et réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires de défense de la patrie jusqu'à la victoire finale. Les enjeux de la réconciliation nationale au centre de la toute première conférence de presse animée par le ministre d'État en charge de la question. Face aux journalistes, Zéphirin Diabré a exposé les stratégies et les moyens qu'il compte déployer pour réussir sa mission. Il reconnaît que le dossier est emblématique et demande par conséquent l'implication de tous les Burkinabés. Le point de la conférence de presse avec Moussa Ouedraogo et Maxime Zongo. La question de la réconciliation nationale, devenue aujourd'hui une priorité, dira d'emblée Zéphirin Diabré, tire sa justification dans un passé lointain de l'histoire de notre pays, mais aussi une actualité récente. Des crimes de sang, des violations de droits, des conflits divers, des ressentiments, d'injustice et de frustration. Et c'est donc cette très grande diversité des problèmes qui en crée le besoin. Zéphirin Diabré dans la foulée de rappeler les premières tentatives qui ont déjà eu lieu. La décision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, de nommer à l'entame de son second mandat un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, ouvre la voie à ce qu'on pourrait appeler la troisième tentative de notre pays pour régler définitivement ce problème afin que le Burkina Faso puisse repartir sur de nouvelles bases. Pour Zéphirin Diabré, rien, absolument rien ne sera fait qui puisse apparaître comme une prime à l'impunité. Pour cela, le sort des victimes, leurs souhaits et leurs propositions seront primordiales. Vous avez beaucoup entendu parler du triptyque vérité, justice et réconciliation. Ici aussi, pendant que nous conduisons cette démarche-là, ce triptyque-là reste notre boussole. Mais une boussole a 3 composantes qu'il faut savoir maintenant gérer en fonction des situations, des dossiers et des circonstances.
Dans les 12 mois à venir, il s'agira de travailler à créer un large consensus national à travers l'organisation de concertation décentralisée. Des avancées significatives sur les dossiers emblématiques seront également constatées. Le couronnement de ce processus sera l'organisation d'un forum national. Vous le savez, sur le terrain, le ministre d'État Zéphirin Diabré a entrepris une série de concertations avec des personnes ressources en vue de mener à bien la mission à lui confier. Ce jeudi, il a échangé avec deux anciens présidents que sont Jean-Baptiste Ouédraogo et Michel Kafando. Le ministre d'État dit vouloir s'inspirer de leurs expériences et bénéficier de leurs conseils. Moussa Ouédraogo et Maxime Zongo. Pour avoir occupé de très hautes fonctions au sommet de l'État, ils sont pétris d'expérience dans la conduite des affaires du pays, mais aussi pu mesurer les préoccupations profondes des citoyens. C'est à cette source que le ministre d'État, dans sa mission de contribuer à la réconciliation des fils et des filles de ce pays, est allé rencontrer. Nous avons vu tous les aspects qui peuvent être évoqués, qui peuvent entrer en jeu, qui peuvent aider à comprendre la mission, à essayer d'approcher les différents indicateurs qui peuvent être mobilisés dans le sens de parvenir à un résultat. Plusieurs heures durant, toutes les facettes et toutes les dimensions de la réconciliation nationale ont fait l'objet d'échanges directs entre les trois personnalités. Et c'est très édifié que Zéphirin Diabré est ressorti de cette audience. L'un et l'autre ont exercé les plus hautes responsabilités au niveau de notre pays. Ils sont donc pétris de savoir et d'expérience qui seront sans aucun doute utiles pour ce que nous sommes en train de faire. Je retiens surtout de cet entretien-là la volonté très forte de l'un et de l'autre et leur engagement, vraiment très ferme à aider le président du Faso à réussir ce pari qui est donc de réconcilier les Burkinabés entre eux. En rappel, Jean-Baptiste Ouédraogo a été le successeur du colonel Seyss Zerbo et le prédécesseur du capitaine Thomas Sankara. Michel Kafando, lui, a dirigé la transition de novembre 2014 à décembre 2015. Dans l'actualité également, la mise en œuvre de la politique nationale sur la gouvernance économique a connu quelques difficultés liées à l'insécurité et au Covid-19. Malgré ce constat, le secteur a enregistré des performances en termes de mobilisation des ressources financières. Les chiffres ont été donnés ce matin à l'occasion de la session du cadre sectoriel de dialogue sur la gouvernance économique. Le compte-rendu de Césaire Carrefour et Olopoda. L'année 2020 a enregistré des résultats au titre du contrôle et de l'audit des finances publiques. 30 structures administratives sont passées à la loupe, 966 postes comptables contrôlés et 13 comités anticorruption rendus fonctionnels. Le bilan dressé à ce cadre sectoriel de dialogue dans le domaine de la gouvernance économique note également des performances dans le domaine de la mobilisation des ressources propres. Nous sommes à 1749 milliards sur 1722. Cependant, nous devons quand même reconnaître aussi qu'il y a eu des insuffisances. Vous allez des secteurs, tout de suite l'exposé va le donner, des secteurs tels que le transfert par exemple des ressources aux collectivités, qui fait partie de notre devoir. Et nous sommes à un taux de 11% pour une cible de 15%, malgré les efforts qui ont été faits. Mais il faut avouer qu'il y a eu une amélioration par rapport au décaissement, parce que nous faisons en sorte maintenant pour planifier le décaissement sur toute l'année, au lieu d'attendre souvent vers le milieu de l'année pour décaisser. Ces résultats obtenus, malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile, ont été confortés par la mise en œuvre effective du plan d'action intégré des réformes des finances publiques. La disponibilité des résultats du 5e recensement de la population et de l'habitat et de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages donne satisfaction aussi bien aux différents acteurs qu'aux partenaires techniques et financiers.
financiers engagés ensemble à relever les défis de la gouvernance économique. Nous sommes en train de travailler avec le MINEFID sur les axes de réforme qui vont aider à pouvoir accompagner le gouvernement, notamment comme dans le domaine de la digitalisation, de la mobilisation des recettes, dans le domaine de l'amélioration de la qualité de la dépense publique et dans le domaine également du contrôle, de l'effectivité du contrôle aussi bien interne et externe, et aussi dans tout ce qui est lié à la décentralisation et au transfert des ressources vers les collectivités. Instance de suivi de la politique du secteur de la gouvernance économique, cette première session 2021 du cadre sectoriel de dialogue sera consacrée à l'examen de l'état de mise en œuvre du plan d'action intégré des réformes des finances publiques afin de s'accorder sur les perspectives 2021-2023. Rencontre d'évaluation également pour le cadre sectoriel de dialogue infrastructure, transport, communication et habitat. Ce cadre sectoriel de dialogue a fait sa revue annuelle ce 4 mars à Ouagadougou. Les indicateurs sont ouverts et les acteurs sont engagés à relever les prochains défis. L'ouverture de la rencontre avec Issa Kafando et Ahadi Sandamba. Évaluer les performances de la mise en œuvre du PNDS dans les départements des infrastructures, des transports, de la communication et de l'habitat, c'est tout l'enjeu de la présente rencontre. Une rencontre au cours de laquelle les acteurs se penchent sur les acquis engrangés dans la mise en œuvre du PNDS depuis 2016, avec un accent particulier sur les réalisations de 2020. De la rencontre, il ressort un bilan satisfaisant malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile que connaît le Burkina Faso. Mais malgré toutes ces contraintes, nous avons un taux d'exécution qui avoisine pratiquement les 64%. Voilà. Et sur 14 indicateurs d'effet qui devraient être mis en œuvre, nous avons 9 qui ont un taux vraiment satisfaisant et qui sont au-dessus de 80%. Et parmi ces 9, nous avons 3 qui ont atteint leur cible. Des réalisations qui se résument entre autres à la couverture médiatique du territoire de 98% pour la télévision nationale, 95% pour la radio nationale et 75% pour Sidoya au niveau de l'accès à l'information. En matière de développement urbain, l'année 2020 a connu la réalisation de 671 logements, l'adoption du schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga et de 10 autres villes, ainsi que l'aménagement de plus de 206 km de voiries urbaines, dont 113 km bitumés. Cette rencontre est également le lieu pour les acteurs du cadre sectoriel de faire des recommandations pour l'année 2021. Actualité sur la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Dans le cadre de cet événement, un cadre de rencontre est offert aux femmes de l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou. Cette maison de la femme a été réalisée par le conseil municipal de cet arrondissement. L'infrastructure a été inaugurée aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale qui fait des promesses d'accompagnement. Kwale Nebié et Issa Kanana. C'est un vœu nourri depuis des années qui se concrétise aujourd'hui. Les femmes de l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou disposent désormais d'une maison à elles consacrée. Un cadre de rencontre, d'expression, de partage d'idées et d'expériences, en un mot, un espace d'épanouissement et d'autonomisation de la femme. Notre joie est immense d'inaugurer aujourd'hui 4 mars 2021 ce joyau qui, nous l'espérons, saura devenir la seconde maison pour toutes les femmes de notre arrondissement sans exclusive. Vous savez bien que, comme l'a dit le président, la femme c'est notre maman, c'est notre soeur, c'est toute la majorité de la population. Si la femme est épanouie, c'est la famille qui est épanouie. Donc c'est notre souci comme ça de les accompagner pour qu'elles puissent s'épanouir. Mais attention, cette maison ne saurait être uniquement un lieu de réjouissance, prévient le patron de la cérémonie. Alassane Bala Sakandé invite les femmes de l'arrondissement à se projeter dans la formation professionnelle. Il ne suffit pas de se retrouver pour faire des réunions. Nous avons proposé de les soutenir avec du matériel de tissage, du matériel pour faire la teinture, du matériel pour faire du savon, du matériel pour faire le sumbala. Et nous avons également promis de voir si elles n'ont pas les capacités, si elles n'ont pas la formation, nous allons faire de telle sorte que nous puissions trouver des gens pour les former afin qu'elles puissent être autonomes. D'un coût de réalisation de plus de 29 millions de francs CFA, c'est une infrastructure offerte par la mairie de l'arrondissement 1 qui accède ainsi à une sollicitation des femmes.
Honneur aux femmes cette semaine sur la RTB. Ce soir, nous allons à la découverte d'une femme qui force à l'admiration malgré son handicap visuel. Blandine Tima a pour spécialité la fabrication de meubles à partir du nylon. Nous l'avons retrouvée à Tiebélé dans la province du Naouri. Césaire Carfo et Amadou Marcel Tou. Blandine Tima, ménagère et mère de 2 enfants dans la commune de Tiebélé. Handicapée visuelle, elle joue cependant son rôle de femme au foyer avec aisance. Je suis une femme aveugle, mon mari même est aveugle. Moi, en tant que femme aveugle, en tout cas, j'assume mon rôle de femme, comme toutes les autres femmes d'ailleurs dans les ménages. Voilà, en saison pluvieuse, voilà, et mon mari doit aller, je dois l'aider à s'aimer notre champ, je dois l'aider donc à cultiver, et je dois aussi faire préparer du repas donc pour mon mari et mes enfants. Voilà, les enfants qui s'en vont à l'école, le matin, si moi je me lève, je dois balayer la cour, je dois mettre toutes choses propres. En plus des travaux ménagers, elle contribue à subvenir aux besoins de sa famille à travers son activité de confection de meubles. Des sacs, des ceintures, des lipicots, des chaises et autres articles à partir du nylon. Je me bats vraiment de toutes mes forces pour avoir ma place parmi les autres femmes. Je ne me sous-estime pas. Tout ce que les femmes qui sont valides font, moi aussi, avec mon handicap, je peux bien le faire. Et même faire plus. Voilà, ça c'est ma conviction. C'est pour cela que je ne me suis pas laissé en tout cas à la charge de quelqu'un. Je me bats dans la vie pour donc prendre en charge ma vie et la vie de ma famille. Des commandes, elle en reçoit presque chaque jour, confirmant ainsi toute son habileté et son talent dans le domaine. Comme eux n'ont pas des yeux, ne peut pas discerner par les yeux les couleurs. Mais quand elle reçoit une commande et qu'elle va chez le commerçant pour acheter les filets, arrivée, elle va dire bon, je veux du filet, le jaune, je veux du bleu, et je veux du vert. Voilà, donc quand on va lui donner ces différentes couleurs, c'est à elle maintenant de discerner ces couleurs. Voilà, dans sa tête. Voilà. Quand elle va toucher, on dit ça c'est le bleu là, bon, elle sait où elle va mettre ça. Et quand elle va commencer à tisser, elle prend peut-être le vert, enfin elle demande à la personne la couleur que la personne a voulu. Donc elle va maintenant tirer. Elle peut commencer à tirer par le jaune et après bon, il va mettre le bleu et joindre aussi le vert. Et c'est comme ça qu'elle arrive à décorer très facilement les chaises dont vous voyez. Ce métier d'artisan, Blandine l'a embrassé il y a de cela une quinzaine d'années afin de se faire une place dans la société. Mais surtout, déjouer les pronostics de son entourage qui la prévoyait déjà dans la rue. Car pour certains, le handicap rime toujours avec la mendicité. Voilà une belle transition pour entamer l'entretien avec notre invitée, la réalisatrice d'un nouveau film intitulé 8 une femme leader. Bonsoir Apolline Traoré. Bonsoir madame. Alors, puisque la femme est à l'honneur dans votre film dont on va parler dans quelques instants, déjà, quelle est votre réaction par rapport au sujet que vous venez de suivre avec nous? Je pense que c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Pour moi, c'est vraiment la définition d'une femme leader. Elle ne laisse pas son handicap l'arrêter. Et elle montre que même si on a un handicap aussi important, on peut changer les choses. D'accord. Est-ce qu'il y a des points communs entre cette femme que vous venez de voir et 8 une femme leader qui est l'héroïne dans votre film? Oui, c'est justement une très belle transition, comme vous le dites. Il y a de gros points communs parce que mon film, en fait, c'est un documentaire, mais aussi un docu-fiction, je dirais, parce que le film retrace justement ces grandes dames qui ont impacté le Burkina, qui ont laissé une trace dans le développement du Burkina. Donc, évidemment, ça relie un peu ce documentaire, ce reportage qu'on vient de voir. Voilà, ce n'est pas une fiction en tant que telle. C'est vrai que tout le monde me connaît en tant que réalisatrice de fiction. Et ça, c'est justement un challenge que je me suis fait, parce que quand on parle de documentaire, on parle de faits,
on parle de réalité. Et c'est ce que j'ai fait dans ce documentaire en vraiment retraçant ces femmes qui ont été incroyables dans notre pays et qui ont contribué au développement de notre pays. Et quand vous parlez de ces femmes, est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Oui, évidemment. Je vais vous donner déjà un nom, Célestine Wenze Coulibaly, une femme comme ça, Mamnata Lamizana. Voilà, je vais vous donner quelques noms comme ça pour vous inciter à venir voir le film, parce que je ne vais pas tout vous raconter. D'accord, et justement, qu'est-ce qui a motivé donc la réalisation de ce film documentaire? Écoutez, je pense que après un parcours quand même assez long de fiction, comme je vous ai dit tout à l'heure, il était important pour moi, pour marquer aussi le 8 mars, de parler justement de ces femmes-là. On parle d'émancipation, on parle de liberté, on parle de pouvoir de femmes, mais il est aussi important de les mettre à l'honneur. Et pour moi, par rapport à justement au 8 mars et cette célébration de la femme, il était aussi important pour moi de participer dans cette organisation en mettant en lumière ces femmes qui m'ont impacté aussi en tant que femme et que je pense aussi qui vont impacter cette jeunesse qui a, en ce moment, dans cette période, je pense, a du mal à se retrouver, à trouver ses repères. Et j'espère vraiment que ce film va leur donner une ouverture ou même du courage pour ne pas baisser les bras et de continuer dans ce qu'elles font. Alors, un documentaire fiction, quelles ont été les conditions du tournage? Alors, les conditions étaient extrêmement difficiles. Je dis extrêmement difficiles tout simplement parce qu'on a un gros problème d'archives dans notre pays. Voilà, le film retrace justement l'histoire de Yenenga, depuis Yenenga justement, jusqu'à nos jours. Donc, vous pouvez imaginer quelles sont les archives dont j'avais besoin pour constituer justement ce documentaire. Et ça a été difficile et c'est un problème. Je l'avoue qu'aujourd'hui, nous manquons de ces archives-là qui sont justement une pièce maîtresse dans notre histoire. Donc les difficultés étaient vraiment dans regrouper ces archives-là pour constituer ce documentaire et ça n'a pas été facile. Mais voilà, même j'ai eu une belle aide de la RTB qui m'a quand même accompagnée avec aussi certains médias. Donc le gros problème en tout cas pour ce documentaire c'était de regrouper ces archives pour en faire un beau film. Et qu'est-ce que vous recherchez finalement? Quel est l'objectif de ce film? L'objectif de ce film, c'est déjà d'ouvrir le débat. De montrer que les femmes ont existé et existent et continuent à exister dans notre pays et qu'elles ont participé grandement au développement de ce pays. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'ouvrir la voie et l'œil de ces jeunes filles qui peut-être sont un peu perdues, qui essaient de se chercher, qui essaient de trouver une place justement dans cette société qui n'est pas facile. Et je pense que si, à travers ce documentaire, ces jeunes filles arrivent à avoir un zeste d'espoir et de courage, j'aurai accompli mon devoir. Alors, cette fois-ci, on a l'occasion d'avoir votre avis sur le report du FESPACO. C'est vrai que je ne voulais pas trop me prononcer, mais c'est un pincement au cœur, vous savez, parce que ça fait 20 ans quand même que je suis au FESPACO tout le temps avec un film. Ça fait un pincement au cœur, mais en même temps, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il fallait que on le reporte. Voilà, il faut penser sécurité, il faut penser santé, il faut passer à la population et ne pas voir le côté juste festif et mettre en danger nos populations. Donc pour moi, c'est une évidence. Et si ça peut se faire d'ici la fin de l'année, super. Ou quel que soit, de toute façon, le FESPACO reviendra et on y sera et on valorisera notre pays. Alors, pour revenir à votre film documentaire, où et quand est-ce que les cinéphiles pourront voir ce film documentaire? Alors, demain, on va faire la première, ou l'avant-première, disons, avec les autorités, qui sera patronnée par la Première Dame, ainsi que le ministre de la Femme, et le ministre, ou je dirais plutôt la ministre de la Culture, et puis aussi le ministre du Commerce, et puis aussi d'autres autorités, notamment l'armée qui a été aussi un gros soutien
pour moi. Donc nous allons faire cette grande première et après nous allons partir vers Houndé, aussi Koudougou. Et en tout cas, mon but, ce sera de parcourir le Burkina, les régions du Burkina pour présenter ce film-là aux femmes. Et aussi aux hommes, hein, parce que voilà, on valorise la femme, mais ils sont importants aussi à côté de nous. Ouais. Merci beaucoup. Merci à Pauline Traoré. Merci donc d'être passée nous parler de 8 bas, une femme leader. C'est le titre donc de votre dernier film documentaire. Et dans la suite de ce journal, nous parlons de la filière Sésame dont les acteurs sont invités à prendre connaissance d'un document délivré par la République de Chine. Il s'agit du certificat d'origine pour faciliter l'accès du sésame burkinabé au marché de ce pays. Ce document commercial a été présenté aux acteurs de la filière Sésame ce matin à Ouagadougou. Souleymane Sanou, Estelle Judith Assorba. Le sésame burkinabé est beaucoup prisé sur le marché international. La République populaire de Chine est la principale destination. Près de 98% du sésame burkinabé y est exporté. Depuis la reprise des relations diplomatiques entre ces deux pays, un certificat d'origine pour l'accès au marché chinois des produits burkinabés, en l'occurrence le sésame, est établi. Il est question ici, à cette rencontre d'échange, de porter à la connaissance des acteurs de la filière sésame les avantages du dit certificat ainsi que sa procédure d'obtention. En n'ayant pas le certificat d'origine, alors que tout le produit, beaucoup de allaient au niveau du marché chinois, le Burkina ne maîtrisait pas la qualité. Parce qu'effectivement, n'importe quel produit, etc., pouvait être associé au produit du Burkina et qu'on ne sait pas d'où c'est venu. Maintenant, avec le certificat d'origine, ça permet de répondre à un certain nombre de questions où on peut savoir effectivement tel produit, ce sésame-là vient du Burkina. Le projet qui est en train de tirer vers sa fin, nous avons invité que le reste du temps et aussi à la phase 2 probablement du projet qu'il puisse prendre en compte la question de la transformation de nos matières premières et qui permettra effectivement de nous permettre d'avoir des unités de transformation pour créer plus de valeur ajoutée, plus de création de richesses et aussi créer des emplois au profit des jeunes et des femmes. Et c'est en cela que, évidemment, on pourrait impacter le secteur du sésame au niveau national. À l'issue de cette rencontre, une cellule de veille sur la commercialisation sera mise en place. Cette cellule aura pour tâche de contrôler la qualité, l'organisation et l'exportation de la filière sésame. On termine avec cette bonne nouvelle pour les abonnés de la téléphonie mobile Orange Burkina. Désormais, vous pouvez utiliser la carte Visa prépayée pour des transactions financières à l'échelle internationale. C'est un nouveau porte-monnaie électronique qui a fait l'objet de présentations aux journalistes. Parmi eux, nos reporters Issaka Fando et Bienvenue Taonsa. Orange Burkina présente son nouveau produit, une carte Visa prépayée. Un prolongement du porte-monnaie électronique Orange Money qui vise à contribuer à l'inclusion financière au Burkina Faso. Cette carte devra faciliter les transactions financières en ligne et dans tous les guichets de banque accepteurs Visa. On essaie toujours d'être plus accessible et d'aller vers le besoin, de couvrir l'ensemble des besoins de nos clients. Donc c'est une carte prépayée, Visa Card, qui permet de voyager à travers le monde, de faire tout ce qu'on peut faire avec une carte Visa, que pour recharger via Orange Money. C'est une innovation qui s'adresse aux clients de type VIP, entre autres hommes d'affaires, voyageurs, artistes et internautes. Une trouvaille qui bénéficie de l'accompagnement technique de la banque UBA qui assure la fiabilité du produit. En matière de technologie, comme dans tous les domaines, l'expérience est un atout de taille. On a l'avantage d'avoir lancé la première carte prépayée sur le marché du Burkina, ce qui nous confère un avantage évident en termes d'expérience, mais d'expérience aussi dans la sécurisation de ce produit. Pour recharger ta carte Visa Orange Money, pour tous les montants inférieurs à 100 000 francs, le frais c'est 1 400 francs. Maintenant, pour tout montant supérieur à 100 000 francs en termes de rechargement, vous payez 1,4% du montant. Au Burkina, pour une journée, vous pouvez retirer 1 200 000 et pour le mois 5 millions. Quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez retirer 1 172 000 dans la journée et puis 5 millions le mois. Pour l'heure, la carte Visa Orange Money est disponible dans les boutiques Orange de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou au prix unitaire de 5 000 francs CFA. Ce montant devrait passer au double à compter du 1er avril prochain. La carte Visa Orange Money est valide pour 2 ans.
Juste après ce journal, vous aurez votre émission Controverse qui met en débat la question de l'inclusion des femmes dans les systèmes financiers. Les femmes sont-elles exclues des systèmes financiers et crises bancaires au Burkina Faso? Des spécialistes seront là pour donner leur point de vue et c'est en direct à partir de 21h. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Comme hier, c'est Amadou Masseto qui sera à la présentation du journal de 23h. Merci de votre fidélité à la RTV.